comme nous sommes tenus de le faire par notre chronomètre qui décidément défile à toute vitesse. Nous allons accueillir notre prochain invité et je peux vous garantir que la température des débats va monter. Alain Soral, mesdames, messieurs. Asseyez-vous, Alain Soral. Alors, ne pas me prendre pour un âne. Vous avez entendu la chanson, là? Non. Bah, c'est ne pas me prendre pour un âne. C'est la couverture du bouquin. C'est à peu près la couverture de votre bouquin, l'abécédaire de la bêtise, qui est réédité, je crois, parce que... Oui, c'est qui est toujours en avance. C'est vrai qu'on peut la rééditer souvent. Oui. Hein. Est-ce que vous êtes un petit peu calmé? Parce qu'il y a quelque temps, on vous interdisait sur des plateaux de télévision parce qu'on ne pouvait pas discuter avec vous. Vous étiez une sorte d'avalanche de paroles comme ça, souvent difficiles à entendre, il faut bien le dire. Je suis bien obligé de tenir compte du rapport de force et de la réalité. J'avais mis la barre très haut, j'ai eu beaucoup d'ennuis et j'ai survécu. Donc le message d'espoir, il est là. On peut avoir fait ce que j'ai fait jusqu'à présent et survivre. Très bien. Donc j'envoie le message. Qu'est-ce que vous avez fait? Pas mal. J'ai fait Dieudonné, Le Pen, du lourd. Vous êtes toujours autour de Jean-Marie Le Pen, oui, non? Bien sûr. Vous êtes membre du comité central du FN, c'est ça? Oui. Ça veut dire quoi, comité central du FN? Rien. Non mais sincèrement, ça veut dire quoi? À quoi ça sert? Si ce n'est vous attirer des ennuis en tant que libre penseur. Comme Dupont-Aignan ne s'est pas présenté à la présidentielle, et qu'il n'y avait donc pas de candidat pour moi d'un non mondialiste à la présidentielle, moi j'ai fait comme j'avais fait pour Chevènement, j'ai appelé à voter Le Pen à la présidentielle. Et j'ai participé à la campagne. Certains, les initiés, savent que je suis un des auteurs du discours de Valmy, qui était un très beau discours, qui a été d'ailleurs parodié par Sarkozy après à Périgueux, c'est-à-dire qui était sur l'hymne national républicaine. Et je continue, je suis président d'une petite association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, qui s'appelle Pour une réconciliation nationale, pour qu'en France ça ne se finisse pas comme dans les Balkans avec la sécession d'un Kosovo de chez nous, en disant qu'on devait réconcilier les Français de toutes origines sur l'idée de nation. Voilà. Donc vous êtes un nationaliste? Oui, néo-nationaliste ou alter-nationaliste, parce que j'explique, comme le font d'ailleurs très bien les gens du PT, pas Besancenot, les sérieux, les trotskistes sérieux, qu'aujourd'hui, pour des raisons dialectiques, la nation est ce qui protège le peuple, les travailleurs et les acquis sociaux, et qu'on ne doit pas être dans l'essentialisme antinational en se référant à un nationalisme guerrier de l'époque de Barès, mais comprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas défendre autrement les acquis sociaux et les acquis en général, autrement que par la nation. Et je pense que M. Dupont-Aignan d'ailleurs est d'accord là-dessus, et que les autres sont... Jusqu'ici, tout va bien. Mais vous n'êtes pas tellement un partisan de la tempérance ni de la modération, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous étiez communiste, marxiste... très à gauche dans votre jeunesse, et vous passez aujourd'hui à l'extrême droite. Comment vous expliquez ce passage? Je ne suis pas passé à l'extrême droite. Je suis un intellectuel communiste qui a suivi ses électeurs. Parce que je vous ferai remarquer que si le Front National, à un moment donné, est monté à 18%, c'est pas parce qu'il y a 18% d'extrême droite en France. Et si le PC en même temps passait à 2%, il y a un phénomène de vase communicant. C'est que le travailleur français a compris... Nicolas Dupont-Aignan dit oui. C'est que le travailleur français a compris avec son instinct très sûr que le seul mouvement qui défendait encore un peu le peuple était le mouvement de Jean-Marie Le Pen. C'est une étrangeté de l'histoire, mais c'est un fait. Et d'ailleurs, j'appelle les gens à écouter les discours de Georges Marchais d'avant la prise de pouvoir de Mitterrand, juste avant. C'est strictement les discours du Front National d'aujourd'hui. Je veux dire, il suffit de se plonger dans l'histoire sérieuse. Alors, vous dites Jean-Marie Le Pen, mais Jean-Marie Le Pen, on sait tous qu'il est très vieillissant. Quel successeur pour Jean-Marie Le Pen, vous? Non, moi je tiens à ma liberté, et puis je n'ai pas cette capacité incroyable de rhétorique de Mme Guigou, qui est sur la Constitution, j'ai entendu tout à l'heure, je veux dire... Madame Merkel a dit, Monsieur Giscard, que c'était strictement la même chose, la Constitution et le mini-traité, tout le monde le sait. Je n'ai pas cette capacité. Moi, je suis un émotif et j'ai beaucoup de mal à mentir. Donc, je ne peux pas faire politique. Vous avez voté Royal au deuxième tour, c'est ça, hein? Moi, c'était tout sauf Sarkozy, ma ligne. Donc, je pense d'ailleurs qu'on est tous d'accord là-dessus. On a tous essayé de faire barrage. Pourquoi il n'y a pas Sarkozy dans le bouquin? Parce que, si, dans la préface. J'ai fait une préface pour actualiser. Et d'ailleurs, ce qui est génial avec Sarkozy, c'est qu'aujourd'hui, on a un pouvoir élyséen qui est plus drôle que le Charlie Hebdo des années 70, et Charlie Hebdo qui est passé au néoconservatisme américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus drôle que l'Élysée, il n'y a plus besoin de faire de caricatures, c'est une... Sarkozy bientôt à poil en couverture de Voici. Oui, d'ailleurs, le temps que j'écrive ça, c'était fait, vous voyez. Pas vraiment, quand même. Et puis on attend maintenant que Carla Bruni se barre avec son fils. Ça y est, voilà, ça y est, ça commence. Ouais, bon, c'est... Vous êtes comment? Vous êtes marié aujourd'hui, vous avez une situation de famille, Ah oui, je suis marié depuis 14 ans, je suis même marié à l'église. Oui. Non, parce que il y a une certaine époque, vous aviez un discours sur les femmes qui était
difficile à entendre, surtout quand on était une femme. Hein. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai toujours irrité les abrutis de quelque tendance qu'ils soient. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Vers la féminisation, qui a beaucoup d'ailleurs été imité, un par Zemmour et récemment par une jeune femme qui a écrit L'homme et l'avenir de la femme. Donc j'ai toujours un peu d'avance et je prends les coups. C'est un peu le problème de l'avant-garde. Vous avez écrit tout de même une fois tous les communautarismes montants, gays, islamiques, féministes, etc. Bon, se créent et se renforcent par imitation, hostilité et opposition au communautarisme judéo-sioniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment dirais-je, le communautarisme qui a montré la voie est plutôt celui-là. On voit très bien aujourd'hui qu'il y a un dîner du CRIF auquel tout le gouvernement participe, même le président de la République, et qu'on peut imaginer que le CRAN demande la même chose, et toutes les comités demandent la même chose, c'est-à-dire un président de la République, tout le gouvernement qui vient écouter. En quoi ça entrave le fonctionnement de la République? C'est juste contraire au principe même de la Constitution, puisque la République française ne reconnaît que des individus et l'intérêt général, et ne reconnaît pas les communautés ni les lobbies. Ça vous choque, Nicolas Dupont? C'est la loi. C'est là le passage qu'on est en train de vivre, avec notamment la Charte des droits fondamentaux. Le principe de la République française, c'est que l'individu est égal, les individus sont égaux en droit, en devoir, et qu'il n'y a pas de communauté entre l'individu et la nation. Ça, c'est le principe de base de la République qui a été la fin de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'était des castes, des féodalités, le tiers-état, la noblesse, le clergé. Et notre société réinvente ces fameuses castes qui, au lieu de libérer l'individu, l'enferment dans des communautés. Alors, il y a le respect, bien sûr. Les individus sont libres de choisir leur communauté. Mais bien évidemment, mais heureusement. La question majeure, c'est qu'on ne gouverne pas en additionnant des discours en faveur de telle communauté ou de telle communauté. On a un discours pour l'ensemble des Français et pour la nation, parce que les Français peuvent d'abord appartenir à plusieurs communautés. Ils peuvent avoir des sensibilités, des appartenances. On a tous le droit d'avoir des appartenances, bien évidemment. En revanche, le président de la République et le gouvernement, les parlementaires, nous sommes députés de la nation. Nous ne sommes pas députés de Seine-Saint-Denis. La dérive communautariste, ça vous fait quelque chose qui vous effraie, Elisabeth Guigou? Moi, j'ai horreur de ça. Et je trouve qu'il y a des tendances actuellement que je réprouve absolument. Mais par exemple, que le président de la République s'exprime au dîner du CRIF, c'est quelque chose qui vous choque? Ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Le président de la République, c'était le Premier ministre. Non, ce qui me choque, c'est d'organiser la concurrence des mémoires en rendant un enfant à 10 ans en plus, responsable d'un autre enfant. Alors justement, nous avons fait un petit sujet là-dessus. Maintenant, je ne vois pas au nom de quoi, parce que moi je suis révulsée par le communautarisme. Je pense que la nation française, elle est une. D'ailleurs, elle n'est pas effacée par l'Europe, qui est une fédération d'États-nations, peut-être, un jour. Mais je ne vois pas en quoi la Charte des droits fondamentaux organise le communautarisme. Alors, attendez, Monsieur Dupont-Aignan, s'il vous plaît. Écoutez, on a déjà parlé je vais envoyer. Je vais envoyer la Charte des droits fondamentaux avec Stabilo Bossé, les articles à Madame Guigou. Et je serai heureux. Passez-moi mon livre, je vais vous citer l'article. Ils n'en peuvent plus en régie. Je vais vous l'offrir. On va enchaîner avec ce sujet que nous avons tourné. On a essayé de comprendre les relations, c'est vrai, parfois difficiles à percevoir entre Nicolas Sarkozy et les religions. Regardez, c'est un sujet de Xavier Plasson. God bless America. Au Congrès, dans la Constitution, dans les tribunaux et même sur le billet vert chez nos frères américains, la référence à Dieu est vraiment partout. En France, c'est une autre histoire. Depuis 1905, la loi sépare clairement l'Église de l'État et exclut toute référence religieuse de la sphère publique. Et pourtant, Dieu, c'est une idée qui peut être intéressante. Une idée bien chère à notre président de la République qui prône la réconciliation. Jamais je n'ai dit que la morale laïque était inférieure à la morale religieuse. Ma conviction, voyez-vous, c'est qu'elles sont complémentaires. Ministre ou président, Nicolas Sarkozy a toujours redoré le blason des religions sur la place publique, en particulier en faveur des musulmans, en leur créant une instance représentative, un islam de France, plutôt qu'un islam en France. Nous avons besoin de la contribution de l'Église catholique, comme de celle des autres grands courants religieux et spirituels, pour éclairer nos choix et construire notre avenir. Et la laïcité dans tout ça. L'État, la religion, la frontière est décidément bien floue, en particulier en direction de nos têtes blondes. Si nos jeunes peuvent à un moment de leur vie être initiés à ces questions-là, c'est mieux que s'ils ne le peuvent pas. Aussi à l'aise dans une mosquée que dans une basilique, à Rome, il est surtout tout sourire face à un pape pas habitué à ce qu'on lui serre la main. En fait, c'est ça, le président constate un retour du religieux dans la plupart de nos sociétés. C'est une réalité. Seuls les sectaires ne le voient pas.
Et les sectes, justement. Selon la directrice de cabinet du président, elles seraient un non-problème en France. Emmanuel Mignon qui ajoute qu'on peut s'interroger sur la menace représentée par l'église de Scientologie. C'est sûr que là, le scientologue n'a pas franchement l'air menaçant. Le scientologue Tom Cruise. Alors c'est vrai que la frontière est parfois floue, mais c'est vrai que c'est difficile à établir. Et on ne peut pas nier, effectivement, un retour du religieux, un regain d'intérêt pour le religieux en France. Personne ne nie le fait religieux. La religion, la croyance n'est pas interdite dans notre pays, heureusement. C'est pas la question. La question, c'est pas la place du religieux, c'est la place du religieux dans la sphère publique. Et c'est le rôle de la République et de l'État. C'est tout. On a un système qui a été mis en place en 1905 après beaucoup de difficultés, qui s'est mis en place progressivement au cours du XXe siècle. Moi, le président de la République, et c'est là la grande ambiguïté d'aujourd'hui, n'a pas été élu pour supprimer la publicité à la télévision publique, pour changer la loi de 1905, etc. Il a été élu sur deux problèmes majeurs du pays, les délocalisations, le chômage de masse et la paupérisation de notre société. Et il a été élu sur le problème de l'identité nationale, la volonté d'une république et d'une identité nationale. Et il a abandonné les discours d'Henri Guénaud une fois élu, et il revient à ces vieilles lubies que je connais, puisque je connais le président de la République depuis un certain temps comme homme politique, qu'il avait caché soigneusement pendant la campagne. Et c'est là où je dis qu'il y a danger, parce que les Français ne l'ont pas élu pour ça, c'est tout. Et vous avez aussi dénoncé farouchement, sur votre blog notamment, le parrainage de la mémoire d'un enfant déporté par un enfant de CM2. Parce que c'est absurde. Parce que, bien évidemment qu'on doit évoquer les camps de concentration, bien évidemment qu'on doit avoir un devoir de mémoire et d'histoire. Mais on n'est pas dans le showbiz, on est dans des affaires graves. Parce que la mémoire, c'est une catégorie, je ne comprends pas très bien ce que c'est. L'histoire, par contre, c'est fondamental. C'est important d'avoir une mémoire, non? Mais ça va avec l'histoire. L'histoire, c'est plus sérieux, quoi. La mémoire, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une catégorie assez floue. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est que Sarkozy a réussi à faire, là, l'union sacrée. C'est-à-dire de faire que Le Pen et Simone Veil sont strictement d'accord. Ils ont fait la même critique de cette proposition. Et là, c'est un peu inquiétant. C'est que on a un problème en France, effectivement, de pouvoir d'achat, de croissance, d'emploi. Et pourquoi Sarkozy va dévaster des domaines où ça fonctionne à peu près? Simone Veil s'est tout de même déclarée favorable à participer à la commission de réflexion sur la mise en place de cette mesure. Mais pourquoi pas? Attention, ne mélangeons pas tout. Je crois que ce qui choque aujourd'hui, et j'espère que le président de la République entendra le message, c'est cette espèce de concours Lépine de la meilleure idée qu'on sort devant chaque public différent. C'est pas l'objet, c'est pas le rôle du président. Elisabeth Guigou. Donc là-dessus, encore une fois, ce qui me paraît le plus grave, c'est le risque de la concurrence des mémoires. Ça, c'est terrible. Le fait que ce soit aussi un fardeau beaucoup trop lourd à porter pour des enfants. Et c'est vrai que lorsqu'il y a une évocation collective... Des enfants à titre individuel, ok, mais une salle de classe tout entière. Non, mais bien entendu, mais ça c'est très différent. Et donc vous seriez favorable à cette proposition d'une salle de classe tout entière? Attendez, parce qu'il y a la charge de l'émotion qu'on sollicite en permanence. Or, il faut pouvoir arriver à faire réfléchir les élèves sur ce qui s'est passé. Donc moi, je pense que c'est une approche, je partage l'opinion de Simone Veil, qui est de toute façon à récuser. La deuxième chose, c'est que sur la laïcité, ça me paraît très grave, parce que réduire les civilisations aux religions, ça, c'est pas bien. Parce que les religions, ça compte, c'est sûr. Mais dans notre pays, d'abord, avec la laïcité, c'est la laïcité. De l'Église, dit-on. Non, mais la laïcité, c'est la tolérance vis-à-vis de toutes les formes de croyances, ceux qui croient à des religions et ceux qui n'ont pas de religion. Donc c'est ça, c'est la tolérance. Et à partir du moment où on fait sortir les religions de la sphère privée, où elles devraient rester, alors à ce moment-là, eh bien, il y a des dérives graves. Quand j'avais entendu Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, dire « j'ai nommé un préfet musulman », j'ai été indignée. Voilà. Parce qu'on ne caractérise pas un préfet de la République par sa religion. Mais c'est surtout lever un tabou, non? Excusez-moi, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de préfet musulman. Si Ramayad a pu dire on dit ça parce que je suis noir, c'est parce que justement elle s'appuie sur cette espèce de communautarisme victimaire qui est devenu un système de chantage, et d'ailleurs que la gauche a pas mal mis en place avec sa gestion des banlieues à l'époque avec SOS Racisme, où à un moment donné l'antiracisme a remplacé les rapports de classe. C'est-à-dire que moi je ne crois pas que l'antiracisme soit une idéologie sérieuse à un moment donné, parce que ça crée que à ce moment-là, moi j'ai vu l'annonce du film de Danny Boone sur les ch'tis. C'est pas un film raciste anti-ch'tis? Parce qu'on se moque des gars du Nord. C'est drôle avant tout. Et alors, qui définit ce qui est drôle? C'est vrai que vous ne supportez pas le comique, vous.
Non, mais c'est vrai, il y a du comique. je supporte les Alors vous comiques dites quand que ils c'est sont drôles. réac, bête, conformiste, lâche, méchant, chiant, vieillit mal. Moi, je vous aurais dit que vous étiez très comique à une Ah oui, certaine moi je suis époque. plus drôle qu'eux souvent, oui, bien sûr. Je trouve, non, mais j'aimais bien les comiques quand ils font leur boulot de subversion, mais aujourd'hui, je les trouve très conformistes. On a bien vu avec l'affaire Dieudonné que, je veux dire, quand il s'agit de réellement essayer de faire bouger les choses sur des sujets C'est pas un peu bouger les courageux, choses, c'est choquer certaines personnes, enfin bon, certaines on voit certaines ce qu'il a essayé de cultures. faire au début. Hein, C'est si on reprend, choquer certaines cultures. On voit le premier sketch. Et ce que je vois, moi, c'est qu'aujourd'hui, les comiques font en gros du pipi caca, c'est très très conformiste, parce qu'ils ont très peur du politiquement correct, parce qu'il y a une dictature du politiquement correct et une judiciarisation de la France sur le politiquement correct, avec notamment le logique des lobbies communautaires. Moi, je me suis fait emmerder par les féministes, alors que je ne critiquais que les idiotes, Il y avait les quoi femmes. Non, non, je me suis il y fait avait emmerder quoi par Act Up, alors que je ne manquais pas des homosexuels. Je critiquais le communautarisme victimaire homosexuel qui devenait une espèce de... En fait, ce sont des minorités agissantes aujourd'hui qui parlent au nom de gens qui ne les ont pas mandatés pour faire pression. C'est-à-dire c'est des stratégies quand même de Et chantage. les juifs, vous êtes toujours... Mais c'est pas spécialement. Moi, j'ai écrit en disant que le communautarisme était dangereux. Et j'ai critiqué tous les communautarismes. Il se trouve que je suis pas comme Pascal Bruckner. Quand je critique tous les communautarismes, je critique aussi le communautarisme juif. Sinon, c'est de la lâcheté. Et je n'ai pas ce défaut-là. Voilà. Et il se trouve qu'à un moment donné, les communautés les mieux organisées réagissent à ma critique en proportion de leur organisation. C'est-à-dire que le lobby breton m'a emmerdé en proportion de sa puissance de feu. Et un certain lobby communautaire que je n'ose même pas nommer ici de peur de prendre la foudre sur la tête, m'a énormément tapé sur la tête parce qu'il est puissant, c'est tout. Voilà. Puissant et surtout, il s'est senti sans doute très agressé par vos propos. Quelqu'un d'anticonformiste à nous.